Si nombreux ce soir pour la présentation de ce livre de Philippe Etienne, présent le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. La discussion sera menée par M. Jean-David Lévy, présent. Je voulais simplement vous signaler qu'à l'issue de la discussion, le livre sera en vente ici et vous pourrez le faire dédicacer là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment. Ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Donc merci et bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de retrouver un vieil ami, Philippe Etienne, qui a fait des études brillantissimes et une carrière encore plus brillante, et qui, dans Le Sherpa, raconte ce parcours étincelant. Alors, j'ai préparé une liste de questions pour retrouver un petit peu ce parcours et lui demander à chaque étape les messages qu'il en retire et qui peuvent vous intéresser. Et donc, il a commencé en Europe centrale et orientale. Et je voulais savoir, dans le fond, c'était au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, la transformation des Balkans, quelles leçons tu tires de ces premiers postes dans cette région? Un très grand merci, Jean-David, d'avoir accepté de m'interroger, à Morgane et l'Institut, pour M. Chancelier, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi. Et merci, Jean-David, de commencer par le commencement. Parce que quand je présente ce livre, j'ai beau faire tous les efforts pour dire que j'ai connu beaucoup de régions depuis 45 ans, on ne m'interroge que sur, même pas un pays, mais une personne, Donald Trump. Et oui, j'ai fini avec lui, en quelque sorte. En tout cas, j'ai terminé ma carrière dans un poste que Jean-David avait illustré, qui est Magic Donald. Or, au début, j'ai effectivement eu la chance d'être en poste dans une région qui est très importante pour nous, historiquement, qui reste stratégique pour nous, Français, mais que nous connaissons finalement assez mal, et que nous connaissions même beaucoup mieux entre les deux guerres mondiales. C'est l'Europe centrale et l'Europe danubienne. Et voilà, après un stage à Budapest, j'ai commencé ma carrière diplomatique à Belgrade. C'était 10 ans avant l'éclatement de la Yougoslavie. Je suis arrivé quelques semaines après la mort de Tito. Et moi, j'en ai tiré effectivement, j'étais très impressionné rétrospectivement. Finalement, c'était en germe ce qui allait se passer après la chute du mur de Berlin. J'essaie d'expliquer dans le livre comment le régime titiste, malgré son ouverture bien plus grande que d'autres régimes communistes, avait établi une sorte de chape de plomb sur l'histoire, avait occulté, avait empêché des débats sur l'histoire tragique de la Yougoslavie, notamment les luttes fratricides entre les Serbes et les Croates pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un enseignement pour moi. Je pense que les Français et les Allemands n'ont pas fait la même erreur, heureusement. L'enseignement, c'est qu'il faut assumer son histoire, qu'il faut en débattre. Et on ne construit pas un avenir sur un déni d'histoire. Et pour moi, ces 3 ans en Yougoslavie, jeune diplomate chargé de la politique intérieure, voyageant de Slovénie en Macédoine, visitant le Kosovo, j'ai été vraiment impressionné par cette histoire, et on sentait déjà des ferments de remontée de ces haines parfois. Et l'autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand il y a ce couvercle qui empêche de débattre, ça remonte de toute manière. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette expérience, c'est que la vie intellectuelle, la vie culturelle, c'est le terrain où on peut presque lire l'avenir. Parce que les grands débats de société, les grands débats qui agitent une société, même quand elle n'a pas le droit d'en parler, on retrouve ces débats dans la vie culturelle. Et ça, c'est aussi une leçon que j'ai apprise pour le reste de ma carrière. Voilà, je pourrais parler beaucoup plus longuement de tous ces pays qui sont aujourd'hui indépendants, mais ça reste une région stratégique pour nous. Après les guerres des années 90, de l'ex-Yougoslavie,
cette région de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie reste une région très sensible, très fragile. Il ne faut pas croire, nous, membres de l'Union européenne, Européens de l'Ouest, que la situation est stabilisée. Ça reste une région très importante, très sensible qu'il faut suivre. Après les Balkans, tu as été en poste 2 fois en Allemagne, avant et après la chute du mur de Berlin. Comment est-ce que tu décrirais l'Allemagne d'avant, l'Allemagne d'après et les relations avec la France? Alors, on dit souvent l'Allemagne réunifiée n'a pas grand-chose à voir avec l'Allemagne d'avant, en particulier son importance au milieu de l'Europe est beaucoup plus grande aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des constantes dans cette histoire allemande de l'après-guerre qui sont encore importantes aujourd'hui. Mais évidemment, cette réunification a vraiment bouleversé l'Europe, d'autant plus qu'elle a été suivie par une autre réunification au sein de l'Union européenne, l'adhésion en 2004-2007 des pays de l'ancien bloc soviétique. Et lors de mon 2e séjour, lorsque j'étais ambassadeur en Allemagne, j'ai eu à voir les commémorations du 25e anniversaire de la réunification. Et ce qui est très frappant, enfin ce qui m'a frappé à l'époque, et ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs dans ce qu'on appelait les nouveaux Länder, c'est-à-dire les Länder issus de l'ex-RDA, du Mecklembourg-Vorpommern jusqu'à la Saxe, à la frontière tchèque, c'est que finalement ces autres Allemands, ils sont entrés comme une évidence dans l'Allemagne et dans l'Europe libre, mais finalement ça s'est fait très brusquement. Et parfois on demande pourquoi est-ce que ces nouveaux Länder votent un peu différemment. Pourquoi par exemple ils sont plus pro-russes alors que la RDA a été sous la domination soviétique? Ça paraît curieux. Eh bien, ça c'est un point très intéressant. Par exemple, l'AfD, qui pourrait gagner les élections dans le Land de Saxe-Anhalt cette année, 2026, a son programme de rendre de nouveau obligatoire et important l'enseignement du russe dans les écoles, à Magdebourg et dans le Land de Saxe-Anhalt. Et les ministres présidents que je rencontrais dans ces nouveaux Länder me disaient que c'était lié à l'histoire particulière, je ne dirais pas une nostalgie, comme on dit là-bas, une nostalgie de cette époque, mais à l'impression que c'était leur histoire, leur intérêt. Et comme cette réunification s'est faite très vite, elle a été un immense succès d'ailleurs, il ne faut pas non plus ignorer ce fait. Mais en même temps, culturellement, sociologiquement, il n'y a pas eu le temps nécessaire pour là encore la débattre. Là. Alors moi j'ai eu la chance de connaître l'Allemagne avant aussi la chute du mur de Berlin, et ce que je raconte dans le livre, c'est que la première période c'était l'émergence du Parti des Verts, et la deuxième période, qui était un peu l'apogée de la chancelière Merkel, donc 30 ans après en quelque sorte, un peu moins de 30 ans après, c'était l'émergence de l'AfD et du parti de gauche Die Linke. Et donc, voilà, je crois quand même qu'il y a des liens entre ces deux périodes. L'un de ces liens, c'est finalement cette déstructuration du paysage politique qui était traditionnellement dominé par les deux grands partis, SPD, social-démocrates, chrétiens-démocrates et au milieu les libéraux. Et une autre constante, c'est le franco-allemand. Parce que finalement, le franco-allemand, lui, alors évidemment, l'Allemagne a plus de poids après la réunification et a donc d'autres intérêts. Mais finalement, l'Allemagne s'est toujours vécue après la guerre comme un pays qui reste au milieu, dit mythe, déjà dans mon premier séjour. Et donc, c'est à la fois la difficulté et l'intérêt de la relation franco-allemande qui n'est pas du tout basée au départ sur des perceptions identiques, sur des intérêts convergents. Moi, je dis toujours que, c'est un peu un paradoxe, quand on demande quelle est l'importance du franco-allemand, eh bien, hier comme aujourd'hui, c'est qu'au départ, on n'est pas d'accord.
Et ça, je l'ai vécu dès le début. C'est la volonté, à partir de cultures, de traditions très différentes, de converger, de forger des compromis qui fait l'intérêt, et qui a toujours fait l'intérêt de la relation franco-allemande, à partir de la volonté politique des dirigeants et avec un intérêt des deux sociétés l'une pour l'autre. Et on y arrive? Eh bien, pas toujours, mais je pense que Jean-David a été aux affaires, et tu as connu différentes périodes des relations franco-allemandes. Cette volonté politique, même quand il y a des tensions assez fortes, par exemple, le président Chirac et le chancelier Schröder, à un moment, avaient des relations compliquées, au moment du traité de Nice. L'invasion de l'Irak les a rapprochés. La chancelière Merkel, le président Sarkozy n'ont pas des caractères très proches, mais ils ont travaillé ensemble dans la crise financière. Bon, je raconte tout ça, et tu pourras en raconter beaucoup plus. Donc on y arrive, oui, mais au départ, c'est souvent compliqué. Alors après l'ex-Yougoslavie, après l'Allemagne, tu as été en poste en Roumanie, et dans ton livre, qui est vraiment formidable, tu dis « c'est mon plus beau poste du Bucarest ». Pourquoi? Alors peut-être parce que c'était le premier poste d'ambassadeur que j'ai eu en 2002, mais je pense que c'est aussi parce que, et certains ici on comprenne pourquoi je dis ça, parce que nous avons vécu des aventures ensemble, cher Thierry. C'est un poste dont le peuple est très attachant et très proche. On a découvert récemment, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, combien la Roumanie est importante stratégiquement, combien la mer Noire est importante. Ce que nous avions un peu négligé, je pense, stratégiquement. Mais la Roumanie, en plus, a toujours été un pays de cœur proche de nous. Et moi, avec ma famille, et quand nous avons vécu dans ce pays, nous avons été pris par quelque chose de particulier, de spécial. Et j'essaie de raconter dans le livre ce quelque chose de spécial. Ce n'est pas toujours des choses faciles, d'ailleurs. Les questions d'immigration, les questions liées à l'époque, c'était l'invasion de l'Irak. La Roumanie était du côté, soutenait l'invasion de l'Irak. Mais c'est très spécial, c'est très fort. Voilà. Et ça nous a appris. Et aujourd'hui encore, il y a cette relation très spéciale qui nous unit. Quand je dis nous, c'est aussi la famille. Alors, ce qui est formidable en accompagnant Philippe, c'est qu'on parcourt non seulement la géographie, mais aussi l'histoire qui nous a tous marqués, mais en écoutant un acteur qui était sur le terrain et qui était à la fois au service de la France, de l'Europe. Et alors, je continue ton parcours. Tu es arrivé en 1991 en URSS, donc tu avais un sens de l'histoire parfait. Tu as vécu les 3 premières années de Boris Yeltsin. Rétrospectivement, est-ce que l'Ouest a fait des erreurs dans sa relation avec Moscou? Alors, j'ai eu la chance historique d'arriver en Union soviétique en début septembre 91. J'ai même cru ne jamais y arriver, puisqu'il y a eu le coup d'État raté de Yanayev. Vous vous souvenez, Gorbatchev avait été emmené par les putschistes vers le sud, et puis le coup d'État a échoué. Et donc, moi je suis arrivé non pas comme ambassadeur, j'ai été nommé plus tard ambassadeur en Russie en 2017, finalement je n'ai pas été parce que le président Macron m'a fait venir auprès de lui, mais en 91 j'étais conseiller culturel, scientifique et de coopération technique. Et donc 3 mois les 3 derniers mois de l'Union soviétique, donc Moscou, et les 3 premières années de la nouvelle Russie yeltsinienne, évidemment, c'était très impressionnant parce qu'il y avait un grand désarroi. Et on parle d'humiliation, c'est pas complètement faux. C'est cette grandeur soviétique qui tout à coup s'effondre. Et ça explique quand même, dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, ce qui s'est passé depuis. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables? J'essaye de le dire, je n'étais pas dans les négociations sur l'élargissement de l'OTAN, je n'étais pas dans ces négociations très politiques à l'époque, mais par contre, j'étais, en tant que conseiller culturel et de coopération, chargé de la coopération bilatérale, et donc de la coopération aussi sur l'état de droit, sur la justice. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce que j'explique dans le livre, et ça, c'est une erreur. Je ne crois pas que ce que
Vladimir Poutine a dit dans son fameux discours à la conférence de sécurité de Munich en 2008 puisse justifier aujourd'hui tout ce qu'il fait, bien sûr. Non, là je pense qu'il faut être très... Je ne pense pas non plus qu'il était possible de refuser une demande venant de la Pologne, par exemple, ou de la Roumanie dont je parlais, de trouver la sécurité par une adhésion à l'OTAN, compte tenu de leur histoire. Mais par contre, je crois que l'Ouest s'est vraiment bercé d'illusions et a fait des erreurs en pensant que la Russie pourrait, en quelques années, devenir une démocratie libérale. Et surtout, comme cela a été fait, comme les privatisations ont été menées en recréant une nouvelle nomenclature, en quelque sorte, pour employer un terme de l'époque soviétique, ce qu'on a appelé une oligarchie ensuite, qu'il était très facile au président Poutine de contrôler après, quand il est arrivé au pouvoir, moyennant quelques manœuvres et intimidations. Et comme conseiller de coopération, je pense que la France était le pays qui finalement avait le plus en tête l'idée qu'il fallait que la Russie ait un État, ait une fonction publique pour reconstruire une vraie démocratie libérale. Et ça, c'est pour moi une leçon pour nos démocraties en général. On ne construit pas une démocratie sur une absence d'État ou sur une absence de fonction publique. Et peut-être que parmi les pays qui coopéraient avec la Nouvelle-Russie, la France était au moins le pays qui essayait de transmettre ce message. Mais au début des années 90, quand on disait ça à Moscou, on vous regardait parfois comme si vous étiez le dernier représentant de la pensée soviétique. Alors, je vais prendre la parole aussi pour rajouter un élément que j'ai vécu en direct. J'étais à l'époque le conseiller diplomatique et Sherpa du président Chirac, et il y avait une pression de nos alliés américains et autres pour élargir l'OTAN vers les pays de l'ancien bloc soviétique, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Et Jacques Chirac m'a dit, moi je ne le sens pas, appelez-moi Boris Eltsine. Et Boris Eltsine lui a dit, je ne suis pas contre l'élargissement de l'OTAN, à une condition, c'est qu'il y ait d'abord la signature d'un pacte entre l'Europe, enfin l'OTAN, et la Russie. Alors on a négocié ce pacte, et il a abouti lors d'un déjeuner à l'Élysée où se retrouvaient Boris Eltsine, le président Clinton et tous les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN. Et Boris Eltsine était très heureux de ce grand moment de signature. Il avait même un peu trop bu pour tout vous dire pendant le déjeuner. C'est pas malheureusement la seule occasion. Et à la fin, il a levé son verre et il a dit, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que la Pologne, elle est maintenant chez vous, elle est plus chez nous. J'ai trouvé que c'était révélateur de ce qui se passait avant dans le bloc soviétique et de ce qui allait nous arriver. C'est aussi révélateur de l'humour russe hérité de l'époque soviétique dans une certaine mesure. Moi, en tout cas, de ce poste à Moscou, j'ai gardé un grand amour pour la culture, la langue russe. Je raconte aussi comment, grâce à quelqu'un qui s'appelle Nikita Struve aux éditions MK Press, c'est la France qui a ramené les samizdats, Solzhenitsyn, les théologiens orthodoxes, les poètes maudits et interdits sous l'époque soviétique dans les bibliothèques et les librairies de la Nouvelle-Russie. Nous avons vécu à cette époque des pages extraordinaires. C'était une chance considérable d'être précisément à cette époque, de vivre à Moscou. Et alors Philippe, quel a été le moment le plus émouvant de ta carrière? Pour moi, il y en a eu beaucoup, mais pour moi, le jour le plus émouvant de ma carrière se situe à Alger. Je suis à l'époque le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'époque, Hervé Charette. Et les relations franco-algériennes que je décris dans mon livre à différentes périodes, y compris quand je travaillais avec Emmanuel Macron récemment, son premier conseil diplomatique, était compliqué. Mais encore plus compliqué à l'époque parce que c'était les années noires, le terrorisme, le GIA,
Il y avait eu des attentats en France, dans le RER Saint-Michel. Vous vous souvenez de cette période? Et malgré tout, effectivement, cette visite a lieu, qui avait été effectivement repoussée plusieurs mois par un événement absolument traumatisant qui est l'enlèvement des moines de Tibérine. Et donc, plusieurs mois après, malgré tout, le ministre français des Affaires étrangères que j'accompagne se rend à Alger et à une condition, c'est que nous puissions aller nous recueillir sur les tombes des moines. Donc on passe au-dessus de l'Atlas en avion parce qu'on craignait des tirs de missiles, des tirs des maquis du GIA. Et ensuite on revient à Alger. Et ce souvenir, c'est que l'ambassadeur de France à Alger de l'époque organise pour le ministre une rencontre avec les quelques Français qui restent présents. Et parmi ces Français, il y a l'évêque d'Oran, le dominicain Pierre Claverie. C'était important de rester en Algérie comme témoignage de sa foi, mais aussi de l'intimité dans sa foi avec les Algériens musulmans. Et nous sommes rentrés en France très, très bouleversés par ce témoignage, et nous avons appris en arrivant que Pierre Claverie avait été assassiné en rentrant le même soir à Oran avec son jeune collaborateur musulman. La porte de son appartement avait été piégée. Et donc ces martyrs, les moines et l'évêque, sont maintenant réunis dans le même souvenir et ont voulu se considérer comme des martyrs de l'Église d'Algérie, pas de France. Et ça, c'est sans doute le souvenir que je raconte, mais qui reste pour moi le plus présent, le plus fort finalement. Merci Philippe. Alors restons dans cette région, et tu as été à plusieurs étapes de ta carrière, tu as vécu les tentatives d'intégrer la Méditerranée, nord et sud de la Méditerranée. On a vécu ensemble la tentative d'union pour la Méditerranée. Tu étais déjà à Barcelone en 1995. Penses-tu possible de réussir un jour ce rapprochement, cette intégration de l'Union pour la Méditerranée? Alors, je pense que ça, c'est un des grands défis de notre civilisation, pour ainsi dire. Je parle d'un rêve, évidemment, brodélien. Et pour moi, et là aussi, c'était un moment très fort, préparer la conférence de Barcelone en 1995, les difficultés étaient les mêmes qu'aujourd'hui, la brouille entre le Maroc et l'Algérie, les conflits autour du peuple palestinien et entre Israël et ses voisins. À l'époque, c'était la Syrie et le Liban qui ne voulaient pas, a priori, siéger. On avait le problème de la Libye, de Kadhafi déjà. Mais malgré tout, il y a eu un ou deux moments où on a cru, et c'est ces deux moments en fait, en 1995 et puis en 2008. Et puis, à chaque fois, finalement, ces difficultés qui sont propres aux pays partenaires de l'Union européenne, pas l'Union européenne, ont empêché de réaliser ce rêve. Et je crois que, effectivement, j'allais dire, c'est consubstantiel à la destinée de l'Union européenne, à un moment ou à un autre, de réussir à constituer cet espace de voisins, ce voisinage méditerranéen, d'une manière qui lui donne à la fois le caractère d'un espace de sécurité, et puis d'un espace de prospérité, et d'un espace de civilisationnel, quand même, avec toutes les difficultés, notamment migratoires, mais quand même, où l'on retrouve ces trois dimensions, ces trois corbeilles. Je crois que ça reste un point très, très important pour notre avenir, même si je ne néglige pas les difficultés qui sont non seulement liées à ces conflits entre pays méditerranéens, mais aussi bien sûr à la question de la migration. Ceci étant, ces pays riverains de la Méditerranée, du point de vue de la migration, sont de plus en plus des pays de transit aussi, que des pays d'origine. Alors, tu as été 3 fois à la représentation permanente de la France à Bruxelles. Comment décrirais-tu l'évolution de l'Union européenne de Jacques Delors jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a perdu la foi et l'élan, ou au contraire, est-ce qu'on est parvenu
à devenir plus géopolitique comme un ensemble européen? Alors aujourd'hui, face à Donald Trump d'un côté, confronté à l'invasion de l'Ukraine, à l'émergence de la Chine, on se demande si l'Union européenne va tenir le coup. Moi, ce que je raconte à travers mes 3 séjours à Bruxelles, le moment de la construction du grand marché, c'était un peu l'âge d'or, Delors, Mitterrand-Kohl, évidemment. Ensuite, l'Europe qui traite les problèmes de la vie quotidienne des Européens, finalement. Je donne beaucoup d'exemples, l'Europe de la pêche, l'Europe du droit alimentaire, l'Europe des transports, comment l'Europe a réagi aux marées noires, par exemple, délicat. Et puis l'Europe face aux crises, et j'ai été ambassadeur au moment de la crise des dettes souveraines, je pense, mon expérience, c'est que l'Europe a fait d'immenses progrès. Et effectivement, est devenue beaucoup moins naïve, d'ailleurs souvent grâce à l'influence de la France, beaucoup plus géopolitique, comme Ursula von der Leyen l'a dit dans son premier discours quand elle a été élue une première fois présidente de la Commission européenne. Mais aujourd'hui, face au nouveau contexte, il faut vraiment accélérer, il faut changer de méthode et il faut trouver, je crois, un narratif que les Européennes et les Européens puissent comprendre. Encore une fois, on critique à juste titre l'Europe, on la critique peut-être parfois excessivement. Récemment, j'ai entendu la première ministre du Danemark confrontée au problème du Groenland dire « mais ne critiquons pas l'Europe comme on le fait tout le temps ». Et ça venait de la première ministre du Danemark. C'est quelque chose qui est inhérent à la manière dont l'Europe fonctionne. Ces sommets de crise, ces dirigeants qui disent on n'est pas d'accord entre nous et puis ensuite c'est nous qui avons gagné. Non, c'est quelque chose qui est inhérent à l'Europe, qui donne l'impression qu'on n'y arrive pas. Et bien si on y arrive, et je le raconte dans mon livre, comment l'Europe a su répondre à une série de crises successives. Simplement aujourd'hui, c'est une période encore plus sérieuse où il faut faire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Merci. Alors, tu as été pendant 2 ans le conseiller diplomatique et le Sherpa, comme ton titre l'indique dans ton livre, d'Emmanuel Macron, jusqu'au G7 français de Biarritz. De ton point de vue, quelle a été son action diplomatique la plus notable? Alors, notre président de la République est un président très actif sur tous les fronts, et j'ai eu la chance d'être avec lui lorsqu'il a prononcé ce discours à la Sorbonne en septembre 2017, qui donne une vision de l'Europe. Quand on le relit, la vision est toujours là, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais je ne reviens pas sur ça parce qu'on vient d'en parler. Je voudrais parler d'une dimension de sa politique qui n'est pas souvent mentionnée, mais qui, en tant que Sherpa, m'a beaucoup occupé au G7, au G20 et ailleurs. C'est cette tradition qu'il a reprise d'ailleurs de ceux qui l'ont précédé, je pense au président Chirac par exemple, de proposer au nom de la France des solutions pour organiser le monde. Le président Macron, lui, son expression, c'est un multilatéralisme efficace. En avril 2018, il se rend en visite d'État chez Donald Trump. Et il prononce un discours devant le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat réunis. Et il dit aux Américains, vous avez créé les Nations Unies, vous avez créé les institutions financières internationales, vous avez voulu l'organisation du commerce. Aujourd'hui, ce système multilatéral, c'est vrai, ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Il n'est pas assez légitime par rapport aux pays du Sud. Il n'est pas toujours efficace. Mais c'est notre responsabilité, et d'abord votre responsabilité, vous les Américains qui êtes à l'origine de ce système, de le réformer. Et nous, Français, nous faisons des propositions pour le réformer. Et il n'a pas arrêté de faire des propositions au nom de la France, dont certaines ont été extrêmement productives, fructueuses. Par exemple, je donne un exemple qui peut paraître technique, mais l'allocation de droits de tirage spéciaux par le FMI à des pays riches qui les ont rétrocédés à des pays pauvres pour lutter à la fois contre la pauvreté et le changement climatique, parce que c'est un problème financier. Comment arrive-t-on à ce que ces pays puissent à la fois, sans nuire à leur développement, contribuer à la lutte contre le changement du climat? Eh bien, la France est le pays, et Emmanuel Macron l'a vraiment pris avec tout son dynamisme et sa volonté de trouver des solutions concrètes qui le caractérisent à des problèmes qu'il analyse. La France est un pays, et je trouve que ça fait partie du génie de la France et de sa diplomatie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il émane une certaine fierté, je crois, de mon ouvrage, j'espère pas trop arrogante. La France est un pays qui est
tu le sais bien, Jean-David, tu y as contribué plus que moi dans tes fonctions auprès de plusieurs présidents de la République, est toujours là pour apporter, pour essayer de formuler des propositions. C'est la France sous Jacques Chirac qui a créé le Fonds mondial avec les États-Unis de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. J'ai été membre du conseil d'administration de ce Fonds mondial quand j'étais directeur de la coopération. Il a sauvé des dizaines de millions de vies. Donc, nous pouvons être fiers en France et surtout, nous devons continuer sur cette voie. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste du discours de la Sorbonne maintenant qu'il y a Poutine, Xi Jinping et Trump? Alors, justement, d'abord, il y a tout ce qui a été fait. Par exemple, quelques années après, avec Angela Merkel, et pour la première fois, et malgré l'opposition traditionnelle de l'Allemagne, la France et l'Allemagne ont fait entériner par l'Union européenne un premier emprunt de l'Union européenne, c'était pour relancer l'économie après la pandémie. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais quand on lit ce discours, ce qui reste, c'est l'idée fondamentale. C'est que les Européens, pour défendre à la fois leurs valeurs, leurs modèles, et aussi leurs intérêts, pour rester libres tout simplement, pour rester libres de leur destin, doivent continuer à partager leur souveraineté. C'est ce que, dans son discours à la Sorbonne, Emmanuel Macron appelle la souveraineté européenne, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. Mais là, face à ces empires, et notamment dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine de la technologie, où nous avons pris beaucoup de retard, il faut aussi reconnaître les grands échecs de l'Europe, eh bien, c'est cette méthode qu'il propose, ce principe et cette méthode. Alors, ça tombe bien, tu as été directeur général de la coopération française il y a une vingtaine d'années maintenant, et à l'heure du retrait américain, comment faut-il faire évoluer notre relation avec les pays du Sud, notamment avec l'Afrique? Alors là, c'est aussi un sujet que j'ai vu de plusieurs angles, nos relations avec l'Afrique, et évidemment ce qu'on garde en tête sur les dernières années, ce que moi je garde en tête, en tout cas parce que j'ai vécu en direct, c'est notre implication au Sahel. Et depuis, on sait comment ça s'est évolué, et ça laisse un souvenir amer, notamment quand on pense à nos soldats qui ont laissé leur vie dans ces pays pour lutter contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que malgré ce sujet, on a une évolution, une vraie évolution à partir de la période postcoloniale de la France-Afrique, vers une relation beaucoup plus égalitaire avec toute l'Afrique, y compris l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone et bien sûr l'Afrique francophone. Et c'est ça que je décris aussi dans ce livre, à travers différents voyages que j'ai eu la chance de faire avec le président de la République, ainsi que le discours qu'il a fait à Ouagadougou à la fin de 2017, où on a essayé de décrire cette nouvelle démarche avec l'Afrique. Ça prendra des années, parce que c'est toute cette période historique. On ne sort pas de ce genre de période du jour au lendemain. Mais par exemple, j'ai eu la chance de participer au lancement d'un chantier qui est actuellement, je crois, en délibération au Sénat, qui est la question de la restitution du patrimoine culturel spolié en Afrique subsaharienne. Ce sont des symboles très forts, finalement, auxquels j'ai eu la chance d'être associé. Alors j'en arrive au cœur de l'actualité. Tu as vécu Trump 1 lorsque tu étais à l'Élysée, puis à Washington. Quelle différence vois-tu avec Trump 2? Alors moi, ce que je dis souvent, parce que donc on en vient à la question qu'on pose beaucoup, c'est qu'en fait, évidemment, Trump 2 est très différent de Trump 1. Et la différence, on le dit souvent, c'est que, vous savez, il y avait des adultes dans la pièce, c'est-à-dire des gens sous Trump 1 qui lui disaient « Non, président, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Et comme il est arrivé au pouvoir par les élections de novembre 2016, sans lui-même s'y attendre vraiment d'ailleurs, il n'était pas préparé à mettre en œuvre toutes ces idées. Et c'est vrai qu'il a mis en œuvre très fortement certaines idées. Il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, il a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. À la fin, après et à cause du Covid, il a menacé de retirer les États-Unis, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé. Mais globalement, c'était un autre contexte. Parce qu'il y avait une administration qui était encore assez traditionnelle dans la manière dont les principaux ministères étaient occupés. Quand il revient au pouvoir, après les élections de 2024, là, il s'entoure de personnes
certaines étaient déjà là sous Trump 1, d'autres non, qui le poussent au contraire dans les idées qu'il voulait mettre en œuvre. Ce que je dis simplement, c'est que ces idées, on les avait déjà entendues sous son premier mandat. Donc on est dans une phase de mise en œuvre accélérée, intense et spectaculaire, mais par exemple le Groenland, il en avait déjà parlé sous son premier mandat. Et toute la refonte totale, pour ne pas dire l'épuration de la fonction publique fédérale, on en parlait déjà sous son premier mandat, je le sais, parce que je parlais avec ses conseillers sous son premier mandat. Donc les racines étaient là, et le président Trump a une certaine, on le dit imprévisible, mais en fait c'est un mélange. Sa méthode est assez constante. Et ses objectifs généraux, ou la manière dont il conçoit les relations internationales, c'est assez constant, il n'y a pas de surprise. Par contre, et je pense qu'il lui-même le fait un peu exprès, jouant de l'effet de surprise dans sa mise en œuvre, il est extrêmement imprévisible. Et d'ailleurs, ses propres collaborateurs ne sont pas au courant de ce qu'il va décider. Moi, je me souviens, sous son premier mandat, j'allais à la Maison-Blanche, on voyait assez facilement ses conseillers, mais ils vous disaient eux-mêmes, on ne sait pas ce qu'il va décider. Alors, dans ces décisions, oui, il y a de grandes imprévisibilités, mais il y a aussi vraiment des constantes. Alors, tu as aussi vécu directement la crise des sous-marins australiens entre Paris et Washington, et tu en tires dans ton excellent livre la conclusion que America First, c'est plus que Trump. N'y a-t-il pas de différence pourtant entre les dernières administrations dans leur appréhension de l'Europe? Oui, bien sûr, il y a d'énormes différences, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, cette administration Trump 2 voue une espèce d'hostilité à l'Union européenne telle qu'elle est, pour différentes raisons idéologiques, matérielles, le droit numérique, le DSA. Mais ce que j'essaie de montrer dans ce livre, ce que je crois, c'est que derrière ce phénomène omniprésent de Donald Trump et de son administration, il ne faut pas négliger l'évolution de l'Amérique en général. Et la crise des sous-marins, j'ai été le seul ambassadeur de France, et je le raconte dans le détail, cette crise rappelée pour consultation en France, et c'était sous Joe Biden, montre que de toute façon les Européens ne doivent pas se faire d'illusions. On l'a vu lors du retrait d'Afghanistan, aussi sous Joe Biden. Donc l'Amérique évolue, l'Europe n'est plus, à cause de l'émergence chinoise, la grande priorité. C'est une priorité, bien sûr, mais ce n'est pas la priorité numéro un. Et donc les Européens doivent en tirer des conséquences. Et ne pas se dire, comme on s'était un peu trop dit sous Trump 1, et quand Biden est revenu, bon, faisons le dos rond, attendons que ça se passe. Non. Je crois que, bien sûr, il y a de grosses différences entre les différentes administrations que j'ai observées, mais il y a quand même des tendances, et je finirai là-dessus, il faut que l'Europe en tire des conséquences. Alors, je vais te poser quand même une dernière question, si tu veux bien. Tu as organisé plusieurs dialogues stratégiques avec la Chine et avec l'Inde. Peux-tu nous dire comment tu vois la capacité d'influence de la France sur ces deux géants asiatiques? Alors c'est vrai que j'en parle aussi parce que même si je n'ai pas été en poste dans ces pays, c'est le propre des conseillers diplomatiques à l'Élysée, j'ai eu la chance d'animer ces deux dialogues stratégiques. Là, moi, ce qui m'a impressionné, et je pense que tu es pour quelque chose dans cette relation particulière, c'est la force de la relation stratégique entre l'Inde et la France. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et c'est un atout qui remonte à la fin des années 90, je pense, et dont il faut qu'on soit bien conscient. C'est une grande chance pour nous. Et ce qui m'a aussi frappé, et je ne vais pas prolonger parce qu'on a déjà dépassé mes réponses ont été trop longues, mais sur la Chine, je raconte dans le livre l'organisation d'un sommet à Paris. On avait organisé, j'avais été à Pékin pour organiser la visite du président Xi Jinping à Paris, et ce qui m'avait frappé, c'est comment on avait réussi à faire venir à Paris Angela Merkel et à l'époque Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Donc ils étaient là 4. On avait même invité le secrétaire général des Nations Unies qui n'avait pas pu venir ce jour-là, parce que dans la première variante, c'était une réunion sur le multilatéralisme. Et c'est devenu une conversation politique passionnante entre le président chinois à Paris, à l'Élysée, le président français, la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, qui en quelque sorte représentait non seulement les institutions, mais tous les autres pays européens. Et je me suis dit, tiens, c'est comme ça que l'Union européenne devrait exister dans le monde. Et
c'est pas les États-Unis qui ont accepté cette formule, c'est la Chine. Ça n'a pas été très simple. Il a fallu beaucoup travailler et convaincre nos partenaires chinois. Mais ils ont accepté cette formule. Merci infiniment. Est-ce qu'on a le temps de quelques questions? On a probablement quelques questions, mais je sais que votre temps est précieux, donc... Voilà. Je réponds aux questions aussi. Comme tu veux. Merci, monsieur. Alors. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Je salue en vous mon ancien maître de stage à Berlin, scolarité à l'ENA. Enchanté. Et je vais vous poser aussi une question d'ancien bruxellois comme vous. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va réussir à sortir par le haut de la période actuelle? Et si oui, à quelles conditions? Alors, je pense qu'il y a 3 conditions. Si la volonté politique est là, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on n'est pas forcé de se rapprocher face aux énormes pressions qui s'exercent sur nous? La première condition, c'est peut-être une question d'organisation, de gouvernance. On sait réagir vite quand il le faut, mais malgré tout, le monde va tellement vite qu'il faut sans doute s'organiser un peu plus efficacement. J'ai d'ailleurs été très frappé de voir que c'est un Lituanien, le commissaire européen à la défense, qui vient de ressortir une idée qui avait déjà été évoquée il y a quelques années, de créer un conseil de sécurité au niveau européen, pas au niveau des Nations Unies. La deuxième condition pour moi, c'est bien sûr au niveau des politiques, hein, c'est clair. C'est réussir à transformer, à intégrer nos défenses et nos industries de défense, mais c'est aussi trouver des moyens de rattraper le retard qu'on a pris en termes de compétitivité, de technologie, et assurer une transition énergétique et écologique équilibrée, parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Et la troisième condition qui est liée à la précédente, c'est de bien expliquer tout ce qu'on fait à nos opinions publiques et d'emmener nos opinions publiques avec nous. Ça passe par un narratif. Et objectivement, l'Europe n'a jamais été très bonne en ça. Et on est dans une période où il faut le faire. Mais je pense que tout ça est possible. Et je pense que quand on lit les sondages, quand on regarde le résultat des sondages, on est très frappé. Moi, je suis très frappé. Pas seulement les Eurobaromètres, d'ailleurs. Récemment, le Grand Continent a publié un autre sondage. Il y a une forte attente des Européens dans tous les pays de l'Union européenne, combinée avec des fortes critiques, justifiées d'ailleurs. Une petite question. Tu rappelais que tu étais, il y avait un temps, directeur de la coopération. Avec un Non, ministre... mais rappelons-nous ce qu'était il y a 20 ans la coopération. Le sommet de la francophonie au Ouagadougou 2004. Est-ce que quand même là, il n'y a pas eu quelque chose qui s'était fait trop vite quand même en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne? Et comment tu l'expliques? Quand tu rappelais l'époque où on avait créé le Mondial aussi, enfin, c'était incroyable la présence française dans ce pays. Comment ça a pu se faire? Voilà, je me pose la question. Est-ce que tu as une réponse simple? Je dis quand même que j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un ministre à la coopération, Xavier Darcos et François Pérez, son directeur de cabinet, avec qui c'était un plaisir de travailler. Et je le dis dans mon livre, moi ce qui m'a... On s'est battu ensemble à l'époque. Je donne l'exemple de l'assistance technique. Il y a eu ce transfert de compétences à l'Agence française de développement, qui en soi était sans doute une bonne chose. Mais moi je pense qu'on a peut-être habillé dans des... comme étant rationnel, c'était sans doute rationnel, mais pouvait-on le faire moins vite, moins brutalement? Ce qui était à l'époque aussi, et peut-être d'abord, une préoccupation budgétaire. Et dans le chapitre de mon livre sur la période où j'étais directeur général de la coopération, c'est pour l'autorité notamment, je raconte un peu cette frustration que j'ai vécue d'une transition qu'il fallait faire, mais dont les vraies raisons n'étaient peut-être pas assez explicites, assumées, finalement.
Alors, on a gardé, moi je me souviens par exemple de l'hôpital principal de Dakar, qui était un hôpital militaire, le plus grand hôpital militaire français sur le continent africain. On avait même les Sénégalais qui nous disaient, mais on veut garder le directeur français, sous ce statut d'assistance technique. Et on a fait passer la santé à l'agence française, et l'éducation à l'agence française de développement, à un moment où l'AFD, qui était une agence financière et une maison d'ingénieurs, n'avait pas eu le temps d'acquérir ses compétences en matière de santé et de l'éducation. Donc voilà, moi je regrette un peu, mais en même temps, aujourd'hui c'est facile à dire, on avait quand même eu ensemble la chance d'éviter des choses qui auraient pu être bien pires. On a quand même réussi on peut être fier quand même d'avoir maintenu cette coopération. Après, l'autre dimension, c'est la politique avec l'Afrique. Je ne sais pas si on aurait pu mettre à jour plus vite notre relation politique franco-africaine. Je pense pas forcément, il fallait un peu de temps. Je raconte, mais ça remontait aux années 1990, les derniers soubresauts de la France-Afrique. Je raconte le dernier coup d'État de Bob Denard aux Comores, par exemple. C'était 10 ans avant qu'on travaille ensemble, mais j'étais déjà sur ces affaires-là dans les cellules de crise. Voilà, ça a évolué dans le bon sens, mais il faut se déprendre peu à peu de cette relation qui n'était plus celle dont on avait besoin. Dernière remarque, toujours sur cette question, je raconte aussi, même si c'est un peu technique, voire technocratique, que ces grandes initiatives multilatérales, notamment le Fonds mondial, c'était 300 millions d'euros par an. Ça, c'était à notre honneur. On a sauvé des millions de vies, je le disais. Mais à cause des difficultés budgétaires, il nous a resté assez peu de crédit pour notre visibilité, notre coopération bilatérale en Afrique et ailleurs. Et on n'a pas assez assumé même cette partie-là. Je raconte une anecdote qui m'a fait rire sur le moment, mais j'ai trouvé ça tellement significatif. Je visite à cette époque une école, on inaugure une école au Burkina Faso, et je raconte comment, en arrivant, je suis le directeur général de la coopération française, j'arrive dans cette école, ça devait être, c'était pas un quartier central, et je vois les petits garçons et les petites filles adorables qui m'attendent avec des drapeaux. Et les drapeaux, c'était pas des drapeaux français, il y avait marqué AFD sur les drapeaux. Et je rentre, et alors évidemment, personne ne pouvait savoir que c'était la France. Et je rentre, et je dis à Jean-Michel Severino, le directeur général de l'AFD, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut assumer que c'est la France qui donne. Alors, ce qui existait à l'époque, au niveau de l'AFD de la France, au niveau de l'Union européenne, c'était encore pire, parce qu'on donne aussi beaucoup d'argent à travers, à l'époque, le Fonds européen de développement. Et donc ça aussi, j'ai un peu regretté le fait de ne pas assumer, mais je sais que tu ben oui, mais et non seulement ça, mais tu as œuvré dans ce sens, et on a fait quand même évoluer la culture de l'AFD. Deux choses. La première, pour faire la pub de ton livre, je le recommande effectivement à tout le monde parce qu'il a, parmi beaucoup de publications aujourd'hui de livres d'ambassadeurs qui publient très rapidement leur mémoire, là on trouve de vraies réflexions sur à peu près tous les grands aspects de la politique étrangère de la France. Merci. Je crois que c'est vraiment, de ce point de vue-là, entre autres, extrêmement précieux. Alors, juste une question, parmi d'autres, en reprenant le tout début de ton exposé à propos de la Yougoslavie. Tu as souligné un phénomène qu'à mon niveau j'ai observé de nombreuses reprises, qui est le retour de l'histoire. L'histoire, c'est comme un volcan. Oui. Ça peut rester pendant de très longues périodes. On a l'impression que c'est enfoui, puis brusquement, ça ressurgit. Alors, de ce point de vue-là, comment concilies-tu ton optimisme brodélien, je le comprends mieux pour le Sud, paradoxalement, parce que l'histoire franco-algérienne, c'est très court sur le plan historique, un jour ou l'autre, peut-être dans 20 ans, 30 ans, mais ça s'arrangera. En revanche, je suis plus sceptique sur l'Europe,
car nous avons une histoire très lourde en Europe et beaucoup de pays continuent de manière un peu feutrée de jouer chacun dans son coin et ça ne risque pas forcément de s'arranger avec un élargissement qui risque de s'accroître. Alors, sur quoi, autre que la foi pure, fondes-tu cet optimisme un petit peu ahistorique? Non, je reconnais qu'il y a un vrai enjeu. Et d'ailleurs, moi j'étais en poste en Allemagne quand le président fédéral von Weizsäcker, lors du 40e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a déclaré la chose suivante. En 1945, l'Allemagne n'a pas été vaincue. L'Allemagne, elle aussi, a été libérée. Aujourd'hui, il y a un parti qui, dans certains sondages, recueille plus de 30% des voix, et 40% au dernier sondage en Sachsen-Anhalt, c'est Alternative für Deutschland, qui dit explicitement qu'il veut revenir sur ce constat et qui affirme, en tout cas une frange importante de ce parti révisionniste, que l'Allemagne a été vaincue en 1945 et qu'il faut le dire et l'assumer. On voit très bien ce qu'il y a derrière. Et donc je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est effectivement la leçon de ce que j'ai vécu en Yougoslavie. L'histoire et les vents mauvais de l'histoire peuvent revenir. Il se trouve que j'ai été aussi président du 80e anniversaire de la libération de la France, qui organisait le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, par exemple. Et j'ai été frappé par l'importance du travail de mémoire, justement, pour assumer l'histoire, mais aussi pour transmettre l'histoire aux jeunes générations. Parce que c'est le meilleur moyen d'éviter que ceci puisse se produire de manière avec des conséquences catastrophiques. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Je dis simplement que en assumant notre histoire, en débattant ouvertement, on peut l'intégrer dans la construction du futur. Et c'est ce que j'ai vécu au niveau du franco-allemand, malgré tout. J'étais à de nombreuses reprises, même à Paris, pas seulement à Bonn ou à Berlin, dans les relations franco-allemandes. J'ai vu la construction de ce manuel d'histoire pour les écoles entre les historiens français et les historiens allemands. Malheureusement, il se trouve que ni dans les curricula français, ni dans les curricula allemands, qui sont différents langue par langue, on a vraiment valorisé ce manuel, mais on l'a fait quand même. Et je pense que, d'ailleurs, la réconciliation franco-allemande, qui pour moi est un bien très précieux, qui s'est noué dès après la Deuxième Guerre mondiale, est un modèle dans les Balkans, par exemple, un jour peut-être entre les Albanais et les Serbes, etc. etc. Donc voilà, je ne dis pas que c'est tout blanc ou tout noir, je dis simplement que c'est une bataille pour le cœur et la tête des jeunes générations, et que pour la gagner, cette bataille, il faut dire l'histoire et il faut transmettre la mémoire de ceux qui l'ont vécu. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. Eh bien, nous allons vous remercier, Monsieur Etienne et Monsieur Lévy, pour cette soirée. Merci à